Voilà, on va faire aujourd'hui une nouvelle leçon dans la série de vidéos qu'on a consacrée à la convergence des séries de fonctions. Alors aujourd'hui, on va voir une classe particulière des séries de fonctions, à savoir les séries entières réelles. Alors on va voir leur rayon de convergence et on va voir les fonctions qui sont développables en série entière. Voilà, donc voilà le programme. Donc on va définir la notion de série entière. Alors dans cette vidéo, on va se contenter de travailler avec les séries entières réelles. Il y a aussi les séries entières complexes qu'on verra dans une autre vidéo. Et donc on va définir le rayon de convergence. Alors après, donc, on va étudier les propriétés de la somme d'une série entière. Et en troisième paragraphe, on va regarder le problème inverse, c'est-à-dire on va prendre une fonction et on va voir des conditions suffisantes pour que cette fonction soit la somme d'une série entière. Et on va voir quelques applications des séries entières. Et à la fin, on va donner deux exercices corrigés. Voilà. Alors, les prérequis. Donc, il faut connaître les critères de convergence des séries numériques. Voilà. Et la notion de convergence normale et uniforme des séries de fonctions. Continuité, dérivabilité, l'intégrale, etc. Alors ça, il y a déjà 3 vidéos dans la chaîne qui traitent, donc il y a une qui traite les séries numériques et 2 vidéos qui traitent les séries de fonctions et les suites de fonctions. Et il y a une formule qu'on va utiliser, il y a la formule de Taylor-Lagrange. Alors bien sûr, tous ces critères, je vais les rappeler ici pour les gens. Voilà, mais je vous invite à aller voir les vidéos précédentes dont vous allez trouver le lien dans le descriptif de cette vidéo. Bon, alors allons-y. La définition, alors c'est quoi une série entière? Donc une série entière réelle, c'est une série de fonctions de la forme somme des AN xn, où AN est une suite réelle et x est dans R. Sa somme, quand elle existe, on va la noter la somme des AN xn. Voilà, c'est tout simple. Donc, on prend une suite de nombres réels AN et on construit cette série de fonctions. Voilà, alors des exemples. Donc, on a la série géométrique. Voilà, la série exponentielle et puis ces séries-là. Donc voilà des exemples de séries de toute façon dont on saura leur somme à la fin de cette vidéo. Alors maintenant le problème, donc voilà, le problème est le suivant. Étant donné une série entière, on veut trouver les réels pour laquelle la série converge, donc la convergence simple, mais on veut aussi savoir, pour étudier les propriétés de la somme, on veut savoir les parties de R sur lesquelles la série converge uniformément. Voilà, parce qu'on a vu que la plupart des théorèmes concernant les propriétés des sommes des séries de fonctions reposent sur la convergence uniforme. Voilà, donc c'est ça le problème. Et donc, alors on va résoudre ce problème complètement grâce à une remarque qui est le lemme d'Abel. Alors ça, c'est une remarque relativement simple, mais qui va permettre de résoudre ce problème complètement, le problème de la convergence des séries entières réelles. Alors, le lemme d'Abel dit la chose suivante: si il y a un nombre réel strictement positif pour laquelle la suite ANRN est bornée,
Alors, pour tout x, dans dans l'intervalle moins RR, c'est-à-dire valeur absolue de x inférieure, cette série converge absolument. Voilà, donc si vous trouvez un réel R pour laquelle la suite ANRN est bornée, alors vous êtes sûr que sur l'intervalle moins RR, cette série converge absolument. Alors là, la démonstration est très simple. Donc on suppose que ce nombre réel, donc on prend un nombre réel pour laquelle la suite ANRN, alors dire que la suite ANRN est bornée, ça veut dire qu'il existe un réel strictement positif tel que pour tout n on a cette inégalité. Maintenant, si je prends un x dont la valeur absolue est strictement inférieure à r, je vais avoir que la valeur absolue de x sur r est plus petit que 1, strictement. Et modulo cette petite astuce, j'écris ANXN, je multiplie par Rn et je divise par Rn. Et donc je l'écris de cette forme, ANRN, le module de x sur r à la puissance n. Ça, c'est inférieur à m, ANRN par hypothèse. Et donc, j'ai montré que ma série, le terme général de la série, est plus petit qu'une constante fois cette série géométrique, fois le terme général d'une série géométrique. Et je sais qu'une série géométrique converge si le nombre qui est là est strictement inférieur ou égal à 1, ce qui est le cas d'après notre hypothèse. Donc voilà, c'est ça le lemme d'Abel et c'est ça cette astuce. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est la suite de la démonstration. Cette série converge, donc la série converge, ce qui permet de conclure. Voilà, donc pour l'étude de ces séries entières, cet ensemble est important, c'est-à-dire les R pour lesquelles ANRN est borné. Et qu'est-ce qu'on a montré d'après le lemme d'Abel? On a montré si vous avez un nombre réel dans cet ensemble, eh bien vous êtes sûr que sur l'intervalle moins RR, votre série converge absolument. Donc plus R est grand, donc plus vous prenez un R grand dans cet ensemble, plus vous extendez l'intervalle sur laquelle votre série va converger. Voilà, donc c'est ça. Et donc, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre la borne supérieure de cet ensemble. Donc, si je prends une série entière, ben, je prends R, le sup de cet ensemble, que j'ai noté P. Voilà, donc alors cet ensemble est non vide, puisque le contient 0, et donc il a une borne supérieure qui est soit un nombre réel, soit plus l'infini. Voilà, alors le théorème qui va permettre de résoudre le problème qu'on s'est posé tout à l'heure. Donc là, pour chaque x dans l'intervalle moins RR, la série entière converge absolument. Si vous prenez un x qui est en dehors de cet intervalle strictement, et ben, la limite de ANXN est différente de 0, et donc la série ne peut pas converger parce qu'on sait que quand une série converge, le terme général tend vers 0. Donc si la limite est différente de 0, ben, la série va diverger. Et la propriété la plus pente. Donc chaque fois que vous prenez un rond, un réel strictement positif, strictement inférieur à R, la série va converger normalement sur l'intervalle moins ρ, et donc il va converger uniformément sur moins ρ. Voilà, donc et ça c'est le résultat important, donc on sait que chaque fois, c'est-à-dire que chaque fois que je prends une partie bornée dans cet intervalle, eh bien, il y a convergence uniforme là-dessus.
Alors ce réel, voilà, ça s'appelle le rayon de convergence de la série entière. Et cet intervalle va être appelé l'intervalle de convergence. Voilà, donc là on a réglé, on va dire presque le problème, parce qu'il reste quand même, on n'a rien dit, qu'est-ce qui se passe quand x égale à r et x égale à moins r. Donc ça on sait que quand x est strictement, la valeur absolue strictement, donc il y a divergence. À l'intérieur, il y a convergence absolue et il y a convergence normale sur toute partie là-dedans. Donc sur la frontière. Alors en fait, bon, ce qui va se passer. Alors bon, d'abord on va démontrer le théorème. Alors je donne la démonstration parce qu'il est très simple. Donc je renote l'ensemble de tout à l'heure P. Voilà. Alors si je prends un x dans moins RR, puisque R c'est le sup, et la valeur absolue de x est inférieure à R, donc il va exister un R dans B qui est strictement supérieur à x. Ça c'est la propriété de la borne supérieure. Et donc voilà, puisque valeur absolue de x est inférieure à R avec R dans B, ben on a vu que ça entraîne qu'il y a convergence absolue. Donc là, il y a une utilisation subtile de la propriété de la borne supérieure. Alors si on prend la valeur absolue de x strictement supérieure à R, donc ce nombre n'est pas dans B, puisque R c'est la borne supérieure, donc si vous prenez quelque chose qui est plus grand, donc il n'est plus dans B. Et donc s'il n'est pas dans B, cette suite n'est pas bornée. Et s'il n'est pas borné, ben, il ne peut pas tendre vers 0. Parce que s'il tend vers 0, il va tout de suite convergente et borné. Et donc voilà. Donc ça c'est un argument très simple. Bon alors maintenant, si je prends un ρ entre 0 et R strictement, ben je sais par le lemme d'Abel que cette série est convergente. Et si je calcule le sup sur l'intervalle moins ρ de ANXN, eh bien c'est AN ρ n. Donc ça veut dire que le sup de ce terme est convergent. Donc c'est ça la définition de la convergence normale de la série. Et donc la série converge normalement sur moins ρ. Voilà, donc c'est une démonstration relativement simple, mais donc l'idée géniale, c'est la remarque d'Abel. Voilà, donc voilà. Alors comme je l'ai dit, qu'est-ce qui se passe sur la frontière quand la valeur absolue de x égale à r? Eh bien, il peut se passer tous les scénarios possibles. On va voir sur des exemples. Dans certains cas, on peut avoir que la série converge pour x égale à r et x égale à moins r. Dans d'autres cas, il ne converge ni pour x égale à r, ni pour x égale à moins r. Et dans d'autres cas, il converge pour l'un et il diverge pour l'autre. Donc tous les scénarios sont possibles sur le bord. Voilà, donc donc on a avancé, on a déjà réglé le problème de la convergence des séries entières. Et on sait là où ils convergent et là où ils convergent uniformément. Alors une remarque. Donc ça, bon, je la mets ici parce que bon, il n'aura aucune valeur théorique. Dans la pratique, on ne va pas l'utiliser, mais ça va nous permettre de comprendre le rayon de convergence. Alors en fait, le rayon de convergence, c'est le sup de la partie B qui consiste en les R tels que la suite ANRN est bornée. Alors en fait, on va montrer que R, c'est le sup de cette partie-là. C'est plus précis. Donc c'est les R tels que la limite lorsque n tend vers l'infini de ANRN égale à 0.
Voilà, donc peut-être que c'est plus simple à manipuler, puisque là, c'est juste une limite. Bon, alors il est clair que si vous prenez un R là-dedans, donc c'est-à-dire si la limite ANRN égale à 0, eh bien, la suite ANRN va être bornée. Donc l'ensemble A est contenu dans l'ensemble B. Et donc le sup de A est plus petit que le sup de B qui est R. Donc on a montré que la borne supérieure de cet ensemble est plus petit que le rayon de convergence. Alors maintenant on va montrer que R est plus petit que le sup de A pour avoir l'égalité. Alors pour cela on prend un epsilon quelconque entre 0 et R sur 2. Donc si je prends un epsilon là-dedans, R moins epsilon est dans cet intervalle, dans l'intervalle de convergence. Donc voilà, donc cette partie-là, donc voilà, on a tout fait pour qu'on ait ça. Alors donc si R moins epsilon est dans l'intervalle de convergence, eh bien la série converge. Et vous savez que si une série converge, ben, le terme général tend vers 0. Donc la limite de AN R moins epsilon n égale à 0. Donc R moins epsilon est dans cet ensemble. Ben, si R moins epsilon est dans l'ensemble, eh ben, il est inférieur au sup. Alors cette propriété est quel que soit epsilon là-dedans. Donc on peut faire tendre epsilon vers 0 et l'inégalité va rester. Et donc je déduis que R est inférieur ou égal à sup de A. Voilà, donc j'ai mis cette remarque ici. Il a une valeur pédagogique parce qu'on a utilisé pas mal de propriétés et la démonstration est un peu subtile. Et donc voilà, donc ça peut intéresser les gens. Voilà. Donc voilà, donc on va maintenant calculer le rayon de convergence, puisque le rayon de convergence, c'est l'invariant important pour l'étude des séries entières. Donc il faut qu'on ait un moyen pratique pour calculer ce nombre. Alors le calcul du rayon de convergence repose sur les critères de D'Alembert et de Cauchy. Alors je rappelle les critères de D'Alembert et Cauchy pour les séries numériques. Alors pour les gens, donc je vous invite à aller voir la vidéo sur les séries numériques et où il y a d'autres critères de convergence. Alors le critère de D'Alembert et de Cauchy, bon, ils sont très puissants. Donc si vous avez une série à terme positif, et si la limite de un plus 1 sur un égale à L, et bien si L est strictement inférieur à 1, la série converge. Et si L est strictement supérieur à 1, la série diverge. Le critère de Cauchy, ben, c'est dans le même style, sauf qu'ici on calcule la limite de la racine nème de la suite un. Alors bien sûr, ces deux critères, ils sont valables pour les séries à terme positif. Voilà, donc là c'est un rappel. Alors on va utiliser ça pour la convergence des séries entières. Et on va utiliser ces critères pour avoir un moyen pratique pour calculer le rayon de convergence. Alors, donc je prends une série numérique réelle et je suppose que cette limite existe. Alors maintenant, cette série numérique réelle, je vais la regarder comme une série quelconque. Et donc, je vais essayer de lui appliquer le critère de D'Alembert. Donc, pour lui appliquer le critère de D'Alembert, donc je dois calculer, je veux essayer de montrer là où il converge absolument. Donc, je vais calculer, si ça c'est un, je vais calculer la valeur absolue de un plus 1 sur un pour appliquer le critère de D'Alembert. Donc, je calcule cette quantité. Alors donc xn plus 1 sur xn, ça donne x. Et donc an plus 1 sur L, la limite, j'ai supposé que L. Donc la limite, c'est égal à A. A égale la valeur absolue de x, L. Donc d'après le critère de D'Alembert, si cette quantité, cette limite est strictement inférieure à 1,
la série converge. S'il est strictement supérieur à 1, la série diverge. Alors cette relation, je peux l'écrire aussi comme ça. Et donc j'ai trouvé que quand la valeur absolue de x est inférieure strictement à 1 sur L, la série converge. Et quand x est strictement inférieur, la série diverge. Et bien ce nombre, c'est le rayon de convergence. Puisque cette propriété-là, il est vérifié pour le rayon de convergence. Donc le rayon de convergence, c'est 1 sur L. Donc voilà, donc si cette limite existe, égale à L, le rayon de convergence, c'est 1 sur L. Alors bien sûr, avec les conventions, si L égale infini, c'est 0, et si L égale à 0, c'est plus l'infini. Voilà, et donc c'est ça, une méthode pratique. Alors la même chose pour Cauchy. Donc si je suppose ça égale à 0, et j'applique le critère de Cauchy, c'est-à-dire je calcule la racine énième du terme de ma série entière, je vais trouver donc racine énième de xn, c'est x. Je vais trouver ça. Et donc là aussi, le rayon de convergence égale à 1 sur L. Alors on a beaucoup avancé parce qu'on a montré que la convergence des séries entières dépend de ce nombre réel qui est, ou infini qui est le rayon de convergence. Et maintenant, on a un critère pratique pour, en fonction de la suite AN, pour calculer ce rayon de convergence. Donc voilà, le résultat. Voilà, dans la majorité des cas, on applique ce critère. Donc, vous calculez la limite de AN plus 1 sur AN. Et donc, si vous trouvez L, le rayon de convergence, c'est 1 sur L. Et la même chose pour Cauchy. Voilà, donc selon la suite AN, vous utilisez soit ce critère-là, soit celui-là. Voilà. Bon, alors on va voir des exemples. Alors si je prends la série, ça c'est la série exponentielle, xn sur factoriel n. Alors on va voir qu'il a un rayon de convergence infini. Alors en fait, si vous calculez valeur absolue de an plus 1 sur an, la limite, il y aura 1 sur factoriel n plus 1. Il y aura donc factoriel n sur factoriel n plus 1, donc c'est ça. Et donc la limite c'est 0. Et donc le rayon de convergence est infini. Donc pour cette série, je sais donc il converge pour tout x dans R. Et il y a convergence uniforme sur toute partie bornée de R. Alors cette série, il a un rayon de convergence égal à 1, puisque si vous calculez AN plus 1 sur AN, c'est n carré. Donc ça, c'est la limite, c'est 1. Alors si vous prenez un x dont la limite, dont les bornes de l'intervalle, pour x égale à 1, c'est 1 sur n carré, c'est la série de Riemann, il est convergente. Et pour moins 1, il est aussi convergente, puisqu'il est absolument convergente. Donc voilà, donc ici, pour le rayon de convergence, sur les bords, la série converge pour x égale à 1 et pour x égale à moins 1. Alors la série factorielle nxn, il a un rayon de convergence nul. Là, il converge seulement en 0 à cause de cette propriété. Alors la série xn sur n, il a un rayon de convergence égal à 1 à cause de cette relation. Donc la limite, c'est ça, égal à 1. Alors pour x égale à 1, c'est la série harmonique qui est divergente. Et pour x égale à moins 1, c'est moins 1 à la puissance n sur n qui est convergente en vertu du critère de Leibniz pour les séries alternées. C'est une série alternée pour x égale à moins 1 et la suite 1 sur n est décroissante et tend vers 0. Donc il y a convergence. Donc là vous voyez que pour x égale à 1 ça diverge et pour x égale à moins 1 ça converge. Alors un exemple où on ne peut pas utiliser ce qu'on vient de faire, mais on peut, alors là,
vous remarquez que il y a un x à la puissance 2n. Donc ça veut dire que on a les an sont égales à 0 pour n et 1 égale à 1 pair, et égale à racine de n sur 2n pour les n pairs. Donc je ne peux pas calculer an plus 1 sur an, puisque an plus 1 pour an, ça dépend de n. Quelquefois c'est an qui est nul, quelquefois c'est an plus 1. Donc je ne peux pas utiliser la propriété de tout à l'heure. Mais je peux considérer cette série comme une série numérique. Et donc, je peux lui appliquer le critère de D'Alembert. Donc, je l'applique à tout le terme. Donc, je prends un égale à ça. Donc, ça, c'est important. Quand il y a des situations comme ça, eh bien, vous la considérez comme une série. Donc, je prends un égale à ça. Et je lui applique le critère de D'Alembert. Donc, je calcule cette limite. Alors, voilà, donc les calculs, voilà ce que ça donne. Donc, il y aura racine de n plus 1 sur racine de n. X de n plus 2 sur x de n, donc c'est valeur absolue de x carré. Et là, je mets 2n en facteur sur ça et je simplifie, donc je vais trouver cette quantité. Et donc, par passage à la limite, ça tend vers 1. Ça tend vers 1 demi. Et donc, ça tend vers 1 demi, valeur absolue de x au carré. Et donc, d'après le critère de D'Alembert, si cette quantité est plus petite que 1, la série converge absolument. Si c'est plus grand que 1, voilà. Et cette condition-là, c'est dire que valeur absolue de x est plus petit que 2. Donc, ça veut dire que x est plus petit que racine de 2. Donc, j'ai montré que si x est plus petit que racine de 2, il converge. Et si x est plus grand que racine de 2, il diverge. Et donc, le rayon de convergence, c'est racine de 2. Voilà, donc là, c'est quand on ne peut pas appliquer la règle qu'on a déduite des critères d'Alembert. Il faut considérer comme une série normale et vous pouvez lui utiliser le critère de D'Alembert ou de Cauchy. Donc quand vous arrivez comme ça, ben vous cherchez x, parce que vous pouvez trouver x au cube ici, etc. Voilà, donc voilà. Alors maintenant, je vais rappeler les théorèmes concernant les propriétés de la somme d'une série de fonctions qu'on va appliquer aux séries entières. Donc, on a vu que si vous avez une série de fonctions continues qui convergent uniformément sur toute partie bornée de A, alors la somme est continue sur A. Donc ça voilà, donc la continuité est préservée par la convergence uniforme. Alors pour l'intégrabilité aussi, si vous avez une série de fonctions continues qui convergent uniformément sur AP, alors on peut intégrer terme à terme, c'est-à-dire la somme des intégrales égale l'intégrale de la somme. Et on a le théorème concernant les dérivées. Donc si vous avez une série de fonctions de classe C1, alors là, il faut que la série dérivée converge uniformément. Donc là, c'est ça la différence. La convergence uniforme de la série ne suffit pas. Il faut juste que la série converge en un point et la convergence soit uniforme pour la série dérivée. Et dans ce cas-là, la somme va être une fonction de classe C1 et on peut dériver terme à terme, c'est-à-dire la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Voilà, donc on va appliquer ces trois résultats aux séries entières. Alors les séries entières, donc le terme général, ce sont ANXN, qui sont des fonctions de classe C infinie, et donc il n'y a pas de problème. Donc, et on sait qu'il y a convergence uniforme sur toute partie bornée de l'intervalle de convergence. Donc il nous faut juste étudier la convergence de la série dérivée. Parce que, voilà, donc dans le troisième théorème, on aura besoin de la convergence de la série dérivée.
Alors là, le miracle, c'est qu'en fait, la série et la série dérivée ont le même rayon de convergence. Donc voilà, donc ça c'est une propriété très très importante. Donc la série et la série dérivée, ils ont le même rayon de convergence, donc ça veut dire ils ont le même intervalle de convergence et ils convergent uniformément sur toute partie bornée de cet intervalle. Et donc on peut appliquer le troisième théorème à la série. Et bien sûr, la dérivée seconde va aussi avoir le même rayon de convergence que ça, que la série. Et donc voilà, et toutes les dérivées vont avoir le même rayon de convergence. Et donc voilà, c'est ça là. Donc cette propriété est très importante. Voilà, alors on va la démontrer puisque donc ce que je veux montrer, donc je vais prendre le rayon de convergence de la série. Je vais montrer que si valeur absolue de x est strictement supérieure à r, la série dérivée diverge. Et si valeur absolue de x est strictement inférieure, la série converge absolument. Et c'est ça la définition, c'est comme ça qu'on obtient le rayon de convergence. Alors si la valeur absolue de x est strictement supérieure à r, cette suite n'est pas bornée. Voilà. Et encore moins cette suite, parce que là, celle-là n'est pas bornée, celle-là, je la multiplie par n, donc il n'est pas borné. Et donc la série diverge. Alors maintenant, si je prends un x dans la valeur absolue dans R, je peux toujours trouver un x0 compris entre x et R, puisque c'est strict, donc je peux toujours, voilà, je peux trouver un autre qui est strict entre x et R. Alors cette suite, elle est bornée. Donc il est borné d'abord parce qu'il appartient à l'ensemble B, en plus parce qu'il est de limite nulle, puisque la série converge. Et donc, il va exister un M tel qu'on a ça. Alors maintenant, on va écrire la série qui nous concerne. Donc, je vais prendre n à n et je vais multiplier par x0 à la puissance n sur x0 à la puissance n. Et là, je divise par x pour avoir xn ici. Donc, je vais avoir n. Je vais avoir an x0 de n qui est borné par m. Et je vais avoir ici x0 à la puissance n, xn. Et donc, je vais avoir cette constante et ce terme général d'une série. Alors, donc, cette série va converger si cette série va converger. Alors là, cette série, vous pouvez soit lui appliquer le critère de Cauchy, si vous calculez la racine nème de cette série, donc ça va vous donner module de x sur x0, la limite de n à la puissance 1 sur n. Mais la limite de n à la puissance 1 sur n, c'est 1. Donc la limite de ça, c'est x, c'est module de x sur x0, qui est bien sûr plus petit que 1 à cause de ça. Et donc, voilà, donc la série converge. Vous pouvez aussi lui appliquer le critère de D'Alembert. Donc là, on n'a que l'embarras du choix. Et donc, cette série va converger. Et donc, la série converge maintenant. Et on a, voilà. Donc, on a montré cette propriété importante que les séries ont le même rayon de convergence. Voilà, alors voilà le théorème maintenant. Donc, je peux appliquer le théorème. Donc, si vous avez une série entière, réelle, de rayons de convergence R, alors, il est défini, la somme est définie sur moins RR. Il est continu sur moins RR. Et il est de classe C infinie. Il est infiniment dérivable. Et pour tout x, vous avez la formule de la dérivée. Donc ça, c'est les dérivés successifs. Et si on peut aussi intégrer, donc si valeur absolue de x, alors l'intégrale de x f de t égale à n xn plus 1. On peut intégrer terme à terme. Donc voilà, donc c'est ça le théorème fondamental sur les séries entières. Donc si vous avez une série de entières, donc le premier objet intéressant, c'est le rayon de convergence et on sait comment le calculer. On a la somme
est de classe C infini sur le rayon sur l'intervalle de convergence. Et on connaît les dérivées successives. Et il est aussi intégrable et on connaît l'intégrale. Donc voilà, donc ça c'est le théorème fondamental pour les séries entières. Voilà, alors maintenant on va voir le problème. Alors un exemple. Donc un exemple, bon ça cette série, c'est la série géométrique, on sait qu'il est égal à 1 sur 1 moins x pour valeur absolue de x. Alors si je lui applique mon théorème, c'est-à-dire que si j'intègre cette série, eh bien, je vais avoir cette formule log de 1 moins x égale à moins sur xn. Bon, l'intégrale de ça, c'est xn sur n, la série, voilà. Et si je remplace x par moins x ici, je vais avoir cette formule. C'est le développement en série en entière de la fonction log. Voilà, donc ce théorème va nous permettre, si vous avez une série entière, vous avez plusieurs d'autres séries. Toutes ces dérivées sont données et vous avez aussi la primitive. Alors, maintenant, cette série, la série exponentielle, bon, là on va voir pourquoi on l'appelle les séries exponentielles. Donc il a un rayon de convergence infinie, donc ça on l'a vu tout à l'heure. Et si vous calculez la dérivée, donc c'est cette somme, et bien ça aussi, ça s'écrit comme ça. Donc vous avez que f' de x égale à f de x. Et si vous calculez f de 0, c'est égal à 1. Donc vous avez une fonction qui vérifie f' de x égale à f de x et qui vérifie f de 0 égale à 1. Et bien cette fonction, c'est l'exponentielle. Donc on a montré que l'exponentielle, c'est la somme de n égale à 0 à plus l'infini xn sur factoriel n. Alors maintenant, là, le problème inverse, je prends une fonction définie sur un intervalle moins hh, et je me demande, et je dis qu'il est développable en série entière, si, quel que soit x dans mon f de x, c'est la somme d'une série entière. Donc on vient de voir que l'exponentielle est développable en série entière, ce qu'on a montré ici. Et ici, on vient de voir que cette fonction est développable en série entière, et cette fonction-là est développable en série entière. Bon, alors, est-ce que toutes les fonctions sont développables en série entière? Ben, il y a une condition nécessaire. Donc, si f est développable en série entière, voilà, donc on a vu que la somme d'une série entière est de classe C infinie, donc la fonction d'abord, il doit être de classe C infinie. Et en plus, on peut calculer les coefficients à n en fonction de notre fonction au départ. Les a n, c'est la dérivée énième de 0 sur factoriel n. Donc voilà, donc il y a des conditions nécessaires. Il faut que la fonction soit de classe C infinie. Et les coefficients sont nécessairement les dérivées énièmes en 0 sur factoriel n. Donc voilà, et donc le développement en série entière, s'il existe, il est unique. Alors pourquoi cette relation? Si vous calculez f de 0 ici, vous allez trouver 0. Si vous dérivez, donc vous allez trouver f' de 0 égale à 1. F seconde, il va y avoir égal à 2 à 2. Et f3 égale à 3 fois 2 à 3. Et par récurrence, vous allez avoir votre formule. Ça me donne A2 égale à f de 0 sur 2, qui est factoriel 2. Et ça, c'est A3 égale à F3. Et par récurrence, vous avez la formule. Voilà, donc ça va nous permettre de résoudre ce problème. Alors, voilà. Alors, donc, en fait, si j'ai une fonction de classe, donc, que je veux voir s'il est développable en série, d'abord, il faut qu'il soit de classe C infinie. Et s'il est développable en série, la série, c'est celle-là. Donc, je considère cette série-là, je calcule les dérivées énièmes de f en 0.
je considère cette série et je calcule son rayon de convergence. Et donc le problème qui reste, c'est que est-ce que cette série converge vers f de x? Voilà, c'est ça. Donc la fonction va être développable en série entière si h est plus petit que rayon de convergence et on a cette relation. Donc voilà, donc si vous avez une fonction pour voir s'il est développable en série entière, donc d'abord il faut qu'il soit de classe C infinie. Ensuite, vous calculez cette série entière, ça c'est une série entière. Donc vous calculez son rayon de convergence, on sait comment faire. Et le problème, c'est de montrer cette égalité-là. Alors on va voir sur un exemple que cette situation n'est pas toujours valable, c'est-à-dire que cette série ne converge pas vers f de x dans tel cas. Et là, il y a un exemple très connu en mathématiques. C'est une fonction de classe C infinie, mais qui n'est pas développable en série entière. Voilà, donc c'est cette fonction-là, f de x égale à exponentielle de moins 1 sur x, cx est strictement positif, et 0, cx est inférieur ou égal à 0. Alors, voilà, donc alors on peut calculer les dérivées énièmes de cette fonction. Donc là, vous voyez, donc, par exemple, à l'ordre 1, vous aurez la dérivée de moins 1 sur x, c'est-à-dire 1 sur x carré fois exponentielle x. Voilà, et il restera le problème de la dérivée en 0, parce qu'à droite de 0 et à gauche de 0, la fonction est donc là, il faut calculer la limite du f de x moins f de 0 sur x moins 0. Et donc, vous calculez la dérivée et vous refaites. Donc, en fait, il y a cette formule. Donc, vous avez trouvé que la dérivée énième égale à un polynôme Pn de x sur x de n fois exponentielle cx est 0, et que cette dérivée énième est dérivable en 0. Voilà, donc, et la dérivée en 0, c'est toujours égal à 0. Et donc, voilà, alors ce polynôme, il vérifie cette relation. Donc là, je vous laisse, vous pouvez montrer ça par récurrence. Ou aller voir, il y a, bon, cet exemple est très connu, donc vous pouvez trouver les détails dans Internet de la démonstration. Alors, maintenant, les fn de 0 sont tous égaux à 0, donc cette série est égale à 0, mais la fonction n'est pas nulle sur moins hh, donc cette série ne converge pas. F n'est pas égal à ça, puisque ça c'est égal à 0. Et f n'est pas nul sur moins hh. En tout cas, à droite de 0, il n'est pas nul. Voilà, donc ça donne un exemple d'une fonction qui est de classe C infinie, mais qui n'est pas développable en série entière. Voilà, alors maintenant, on va voir une condition suffisante pour les fonctions de classe C infinie pour être développables en série entière. Alors, je rappelle le théorème de la formule de Taylor-Lagrange. Donc, si vous avez une fonction dérivable jusqu'à l'ordre n plus 1 sur moins hh, alors il existe un x... alors pour tout x dans moins hh, il existe un θ entre 0 et x tel que f de x égale à ça. 700 plus ce reste qui dépend de θ ici. Alors ça, c'est une généralisation du théorème des accroissements finis. Pour n égale à 1, c'est exactement le théorème des accroissements finis. Voilà, donc ça c'est la formule de Taylor-Lagrange. Voilà, alors on va l'utiliser pour montrer le résultat suivant. Donc si vous avez une fonction de classe C infinie sur moins hh, et s'il existe une constante k telle que tous les dérivés d'ordre n de la série sont majorés par cette même constante, sur x sur moins hh, alors la fonction est développable en série entière.
C'est-à-dire que cette série converge et il converge vers f de x. Voilà, donc cette condition, donc il faut contrôler les dérivés. Donc les contrôler, ça veut dire qu'ils sont tous majorés par la même constante sur chaque intervalle moins HH. Et donc on a cette relation. Alors ça, c'est ça. Ben, si vous appliquez la formule de Taylor-Lagrange, là, donc ça, vous faites ça moins ça, donc il va rester ce terme. Donc la formule de Taylor-Lagrange, ça me donne ça, la limite de ça moins ça, donc égale à ça, et ça c'est la dérivée, il y a un θ. Et ça, par hypothèse, il est majoré par k, donc je vais avoir ça. Et donc la limite c'est 0. Et donc voilà, j'ai montré que cette suite tend vers f de x, et donc c'est ça là. Donc f de x égale à somme jusqu'à l'infini de cette quantité. Voilà. Alors les exemples, alors 1 sur 1 moins x égale à xn. Alors ça, on l'a vu tout à l'heure, mais on peut utiliser notre théorème, puisque ici, les dérivés sont tous égaux à exponentielle de x. Et donc, sur tout intervalle moins hh, la fonction exponentielle est continue, donc il est borné. Et donc, on peut remontrer cette formule en utilisant le théorème que je viens de démontrer. Alors, pour le sinus, la dérivée, c'est soit sinus, soit cosinus. Et le sinus et le cosinus sont bornés par 1. Et donc, voilà, on peut utiliser le théorème. Il faut juste calculer les dérivés énièmes en 0. Donc ça, c'est pas très difficile. Et donc, vous allez trouver ça. Pour le cosinus, c'est ça. Donc, le sinus hyperbolique, donc vous utilisez la formule de exponentielle de x. Le cosinus hyperbolique, log de 1 plus x, ça on l'a fait tout à l'heure. Et la fonction 1 plus x à la puissance alpha. Attention, ici, alpha n'appartient pas à 1. Donc, par exemple, racine de x, 1 plus x, donc c'est ça là, le développement. Voilà. Alors, là, les applications des séries entières. Donc on va donner ici les applications. Alors par exemple, on peut calculer, alors vous savez que exponentielle moins t carré n'a pas de primitive connue. Hein, donc il n'y a pas de primitive connue à partir de fonctions qu'on connaît. Donc on peut utiliser les séries entières pour calculer cette intégrale. Donc exponentielle moins t carré, donc je l'écris sous cette forme. Et j'intègre, puisque j'ai le droit, c'est une série entière, donc j'intègre, et je trouve cette formule qui va donner donc cette intégrale. Donc voilà, ça permet par exemple de calculer des valeurs approchées de cette intégrale, sans avoir la primitive explicite. Alors, une autre application, donc les séries qui est la plus importante à mon avis, c'est la résolution des équations différentielles. Donc, comme vous savez que les équations différentielles sont difficiles à résoudre. On sait les résoudre sauf dans des cas très particuliers, les équations d'ordre 1 ou d'ordre 2 à coefficient constant. Voilà, alors les séries entières eh bien, peuvent nous aider à trouver des solutions des équations différentielles. Alors donc par exemple, je prends cette équation différentielle, xy seconde plus 2 alpha plus 1y prime plus xy égale à 0, et je cherche une solution sous forme d'une série entière. Bon alors voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? J'ai écrit xy seconde, j'écris pas, donc je peux commencer à xy, donc je fais ça. Ensuite bêta y prime, donc bêta c'est 2 alpha. Voilà, je dérive terme à terme et xy seconde, et donc voilà, j'écris. Et maintenant je fais la somme de ça égale à 0.
Donc je vais avoir ce coefficient égal à 0, celui-là égal à 0, celui-là, etc. Et ce terme général égal à 0. Donc l'équation différentielle est vérifiée. Si ce premier terme-là va me donner A1 égale à 0, ce terme-là va me donner cette relation-là. Et ce terme-là, la somme de ça, va me donner cette relation-là. Bon, alors j'aurais écrit ça pour n pair et n impair. Donc si je réécris ça pour n impair, donc je vais avoir pour les impairs, je vais avoir A1 égale à 0, A de P plus 1 égale à ça. Donc là, vous prenez ici n égale à 2P et vous remplacez, donc vous allez trouver A de P égale à ça. Et ici, vous prenez n plus 1 égale à 2P et vous allez trouver cette relation. Alors, cette relation va me dire que le terme A de P plus 1 est en fonction de A de P moins 1. Donc, par exemple, si je veux calculer A3, c'est en fonction de A1, mais A1 égale à 0. Donc, A3 égale à 0. Et A5 aussi va être égal à 0, etc. Donc, tous les termes d'ordre impair vont être égaux à 0. Et là, donc on a une relation comme ça. Donc je peux descendre, à chaque fois je descends de 1. Donc je veux redescendre jusqu'à 0. Et je vais obtenir cette formule que on peut vérifier par récurrence. Donc vous pouvez vérifier cette formule par récurrence en utilisant cette relation-là. Et donc voilà la solution de mon équation. Et voilà, ça dépend d'une constante à 0. Et cette série, il a un rayon de convergence infini. Voilà. Donc ça, je le redis. Donc parmi les applications importantes des séries entières, c'est la résolution des équations différentielles, parce que à partir d'une équation différentielle, donc difficile à résoudre, ça se ramène à résoudre, à trouver des suites qui vérifient des relations de récurrence. Et ça, c'est largement plus simple à résoudre que de résoudre une équation différentielle. Voilà, alors donc on a fini la leçon. Et donc alors, quels sont les types d'exercices qu'il faut savoir faire? Alors, il va y avoir des exercices de calcul de rayon de convergence. Alors ça, on a vu des exemples. Donc, soit vous utilisez les règles de d'Alembert, soit vous calculez AN, la limite de valeur absolue de AN plus 1 sur AN ou la racine n. Si la formule de AN plus 1 n'est pas évidente, ben vous appliquez le critère d'Alembert ou de Cauchy à toute la série, à tout le terme de la série. Alors, vous devez savoir écrire des développements en série entière d'une fonction à partir des fonctions usuelles, donc c'est-à-dire ceux qu'on a vus ici dans les exemples, ceux-là par exemple. Donc ça, bon, celle-là, il faut la connaître, l'exponentielle, sinus, cosinus, voilà. Log de 1 plus x sont des formules qu'il faut connaître. Voilà. Et vous devez être capable d'étudier une fonction définie comme somme d'une série entière. Alors on va illustrer ça par deux exercices. Voilà, donc le premier exercice, donc j'ai des fonctions et je vais utiliser ce que je connais sur le développement pour les développer en série entière. Voilà, et trouver le rayon de convergence de la série entière. Donc là, il y a log de 1 plus 2x carré, 1 sur a moins x, log de a plus x et log de 1 plus x moins 2x carré. Alors bien sûr, on va utiliser les formules qu'on connaît. Alors on sait que log de 1 plus x égale à ça. Donc je vais avoir log de 1 plus 2x carré égale à ça. Donc il faut que la valeur absolue de 2x carré soit inférieure à 1.
Donc il faut que valeur absolue de x soit inférieure à 1 sur racine de 2. Donc le rayon de convergence de cette série, c'est 1 sur racine de 2. Alors on a 1 sur 1 moins x égale à ça. Donc si je prends 1 sur a moins x, je mets a en facteur. Et donc je vais avoir 1 sur a fois 1 moins a. Et je remplace ici dans cette formule x par x sur a. Et donc je vais avoir cette formule donc, que je peux écrire aussi comme ça. Et donc il faut que valeur absolue de x sur a soit inférieur à 1, donc il faut que x soit inférieur à a. Donc le rayon de convergence, c'est a. Et log de 1 plus x, donc je mets a en facteur, et donc ça donne log de a plus ça. Et j'écris la formule du log. Et là aussi, il faut que x sur a soit plus petit que 1. Donc il faut le rayon de convergence, c'est a. Bon alors voilà, ça je l'écris, ça c'est un produit, donc je l'écris comme ça. Et voilà, donc j'écris ça en utilisant la formule du log. Donc voilà, donc ça permet d'avoir le développement en série entière de beaucoup de fonctions à partir des fonctions qu'on connaît. Alors un autre exemple, c'est l'étude d'une série, d'une fonction définie comme une somme d'une série. Donc on va prendre cette fonction-là, définie comme la somme de cette série entière. Alors on va calculer le rayon de convergence. On va regarder ce qui se passe pour les valeurs R et moins R. On va montrer que en fait il est continu sur moins R, R fermé. Et on va calculer, donc on va calculer cette somme, donc on va l'exprimer en fonction des séries entières classiques qu'on connaît. Et donc on va calculer f. Donc on va déduire cette somme. Et ça va nous permettre de trouver cette somme. Voilà, donc donc cet exercice va nous permettre de calculer explicitement la somme de cette série numérique. Voilà, donc voilà. Alors pour calculer le rayon de convergence, donc là comme on a ce phénomène de les A de n sont nuls et les A de n plus 1, voilà, donc je ne peux pas calculer AN plus 1 sur AN. Donc j'applique le critère de D'Alembert à toute la série. Donc je prends ça, donc je calcule la limite. Alors c'est un calcul direct, vous allez trouver de x au carré. Donc ça converge lorsque ça est plus petit que 1, et lorsque ça est, donc le rayon de convergence, c'est 1, puisque x carré est plus petit que 1, ça veut dire que x est plus petit que, valeur absolue de x est plus petit que 1. Alors les séries UN1 et UN-1 sont absolument convergentes, parce que si vous prenez x égale à 1, c'est équivalent à la série 1 sur 2n au carré. La série est équivalente à 1 sur 2n au carré en valeur absolue, qui est une série convergente, et donc ils sont convergents pour 1 et moins 1. Alors maintenant, d'après la théorie générale des séries entières, cette fonction elle est continue sur moins 1, 1, ouvert. Alors en plus, pour tout x dans moins 1, 1, valeur absolue de un de x est plus petit que 1 sur n de n plus 1, qui est équivalente à 1 sur 2n carré. Donc la série un converge normalement sur moins 1, 1. Et donc il converge uniformément, et donc il est continu sur moins 1, 1. Donc là, la subtilité, la théorie générale nous dit que cette série entière et continue sur l'intervalle ouvert moins 1, 1. Mais pour montrer la continuité au moins 1, 1, je montre la convergence uniforme. Et la convergence uniforme, je montre la convergence normale en faisant ça. Et donc, voilà. Donc la fonction f est continue sur moins 1, 1.
Alors la série dérivée, donc c'est égal à ça. Et voilà, donc f' de x égale la somme de la série dérivée. Je remarque ici, c'est log de 1 plus x carré. Donc j'ai montré que f' de x égale à log de 1 plus x carré. Donc puisque f de 0 égale à 0, donc f de x va être égal à cette intégrale. Alors pour calculer cette intégrale, je fais une intégration par partie. Et je trouve cette fonction. Voilà, donc ça c'est... voilà, donc j'ai montré que f de x égale à ça. Voilà, et donc finalement, alors cette relation est vraie sur moins 1, mais comme la fonction est continue sur moins 1, et cette fonction est continue sur moins 1, donc on va avoir l'égalité sur moins 1 tout entier. Et maintenant, donc, je peux prendre x égale à 1, donc cette somme, c'est f de 1, et donc c'est log de 2 moins 2 plus 2 fois l'arc tangente de 1, donc pi sur 2, et donc voilà, j'ai calculé cette somme. Voilà, donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, et donc voilà, on se retrouvera dans une autre vidéo prochaine qui sera consacrée aux séries de Fourier. Voilà, merci pour votre attention et à la prochaine.